Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe Langlois, je suis politologue et enseignant en sciences politiques et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de l'heure, du moins au moment où j'enregistre cette capsule. Les médias, ça change vite quand même de sujet. Parfois, malheureusement. Donc, on va parler de l'affaire Epstein qui rebondit à nouveau, principalement dans les médias américains. C'est une affaire qui revient plusieurs fois par décennie, on peut dire. Et donc, on va voir de quoi il en retourne, mais on va surtout se poser des questions politiques, d'ordre politique, des réflexions politiques sur le sens de cette affaire-là et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion politique de toute cette histoire. Je vais commencer par tout simplement résumer l'affaire Epstein assez rapidement. Jeffrey Epstein est un personnage assez haut en couleur. C'est un financier de Wall Street qui a fait fortune dans les années 80-90, qui, comme bien d'autres dans son cas, possédait un avion privé, une maison de luxe à Manhattan, une énorme maison sur une île perdue dans les Caraïbes et qui fréquentait la très haute société new-yorkaise, les élites américaines, des gens extrêmement influents. Et donc, il avait un accès incroyable aux personnalités publiques et il les attirait comme un aimant. Et donc, Jeffrey Epstein avait aussi un côté sombre qui était de gérer un énorme réseau de pédophiles. Ce qu'il faisait en fait concrètement, c'est qu'il est de toutes sortes de façons, il recrutait des jeunes femmes, souvent des adolescentes, certaines âgées d'à peine 12 ans. Il les recrutait donc et les utilisait un peu comme esclaves sexuels essentiellement, des esclaves sexuels dont on pouvait abuser, dont ses clients pouvaient abuser dans toutes sortes de partous, essentiellement pédophiles, orgies, etc., qui se passait soit à sa demeure à Manhattan, soit dans son avion privé ou sur son île qu'on appelle la Epstein Island aux États-Unis, qui maintenant est synonyme d'un endroit un peu diabolique. Jeffrey Epstein a été accusé de pédophilie. Il a fait de la prison à partir de 2008, je crois. Seulement 13 mois de prison. Ensuite, il a un peu disparu de la carte et il s'est retrouvé à nouveau en 2019 accusé de pédophilie et il a été mis en prison, une prison dans laquelle il est mort officiellement d'un suicide, même si certaines personnes trouvent que son suicide est un peu suspect. Disons que c'était très convenant pour certaines personnes qu'il ne puisse plus parler de ses affaires, de ses clients, etc. Sa femme, Ghislaine Maxwell, a été ensuite emprisonnée, elle, l'année passée, donc en 2022, pour gestion de réseau pédophile. Et fait intéressant, elle est, à part Epstein lui-même, la seule personne en fait à avoir été incriminée dans toute cette affaire. Donc, on parle de centaines de jeunes femmes victimes d'énormes réseaux de pédophilie, et pourtant une seule personne est incriminée, une femme, mais jusqu'à maintenant, aucun client n'a été inquiété par des poursuites judiciaires. En fait, aucun client n'a été vraiment réellement mentionné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on entend parler à nouveau de lui? Eh bien, dans un des nombreux procès qui ont cours présentement par rapport à l'affaire Epstein, une ancienne victime d'Epstein, durant son procès, a fourni 1000 pages de témoignages dans lesquels plusieurs noms publics étaient mentionnés. Les 1000 pages de témoignages ont été considérées comme confidentielles, mais une juge new-yorkaise a décidé de les rendre publiques parce qu'elle croyait qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Et donc, sur ces 1000 pages de témoignages-là, donc des noms extrêmement connus sont mentionnés, certains à multiples reprises. Maintenant, il faut tout de suite mentionner que
c'est pas parce que une personne était mentionnée dans ces 1000 pages de témoignages-là qu'elle était nécessairement une cliente ou un client d'Epstein. Donc, je vous donne un exemple. Michael Jackson, qu'on connaît tous, George Lucas, le réalisateur de Star Wars, ainsi que l'ex-président Donald Trump, sont mentionnés dans ces documents-là, mais simplement parce que Jeffrey Epstein parlait d'eux, même pour dire « j'aimerais ça les inviter », etc. Et donc, la témoin, l'ancienne victime, a mentionné cela, mais il n'y a aucune, pour l'instant, pour ces personnes-là et pour plusieurs autres, il n'y a aucune mention de leur présence dans les activités pédophiles à l'île d'Epstein ou dans l'avion d'Epstein de ces personnages-là. Ce qui ne veut pas dire que plus tard, d'autres documents ne vont pas les incriminer, mais pour l'instant, ces personnes-là ne sont pas impliqués comme clients. Cependant, d'autres noms très, 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 très connus sont, eux, impliqués par la témoin comme étant des clients ayant participé activement au réseau de pédophilie d'Epstein. D'abord et avant tout, un grand ami d'Epstein qui l'a invité 17 fois à la Maison-Blanche quand il était président, Bill Clinton. Il y a aussi le prince Andrew, donc le frère du roi actuel, qui lui est depuis plusieurs années mêlé à toutes sortes d'affaires de pédophilie jusqu'au cou. Un nom qui peut sembler surprenant, Stephen Hawking, le grand physicien qui était aussi handicapé et qui, semble-t-il, s'est retrouvé dans des partouzes à l'île d'Epstein avec des mineurs. David Copperfield, le magicien, et plusieurs autres, Kevin Spacey, etc. Je ne vais pas tous les nommer, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Et ça, c'est un seul témoignage. Il y a plusieurs autres témoignages, plusieurs autres victimes, mais on n'a pas les listes, on n'a pas les documents. Donc, c'est un seul témoignage qui a été rendu public. Donc, on peut facilement imaginer qu'en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg, puisqu'on parle d'un seul témoignage. Il y a plusieurs autres témoignages qui ne sont pas rendus publics. Il y a beaucoup de documents dans cette histoire-là qui ne sont pas rendus publics. Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup plus de noms. Les gens que j'ai tout à l'heure dit qu'ils étaient disculpés, le seront-ils encore dans des potentiels futurs documents s'ils sont rendus publics ou non, on ne le sait pas. Ce qui est important, c'est que ça jette la lumière sur un réseau très effrayant, en fait, de pédophilie au sein des élites américaines. Et plusieurs commentateurs ont déjà peur qu'en fait, comme c'est arrivé dans le passé, cette histoire-là soit un peu le plus rapidement possible renvoyée sous le tapis. On s'énerve un peu, on s'excite. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis ensuite, on n'en parle pas, on passe à d'autres choses. Et que finalement, les coupables toutes ces personnes influentes-là qui se seraient ramassées sur l'île d'Epstein à abuser de mineurs, ne soient pas inquiétés par des quelconques poursuites, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, puisque seule la femme d'Epstein a réellement fait de la prison pour toute l'affaire. Et tout cela nous amène au thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire que l'affaire Epstein nous donne l'impression qu'en fait, les élites aux États-Unis, mais aussi ailleurs, faut bien l'avouer, semblent former une espèce de caste qui est absolument intouchable par la justice, donc un espèce de système à deux vitesses, un système de justice à deux vitesses, où si on fait partie des élites, on est plus ou moins ou à peu près pas menacé par la justice, peu importe les activités illicites, y compris la pédophilie, auxquelles on participe. Et c'est pas quelque chose de nouveau et c'est certainement pas quelque chose qui s'arrête avec l'affaire Epstein. Je vous donne quelques exemples. On va bientôt fêter le 21e anniversaire de la guerre en Irak. Donc, en 2003, le président américain de l'époque, George Bush Jr., ordonne à l'armée américaine d'envahir l'Irak et de mettre fin au régime de Saddam Hussein. Ça va donner une guerre énorme qui va déstabiliser au niveau géopolitique la région jusqu'à maintenant en réalité, qui va créer des dizaines de milliers de morts parmi les Américains, des centaines de milliers, voire des millions de morts parmi les Irakiens.
Et la guerre, à l'époque, était justifiée, ceux qui ont suivi vont s'en souvenir, était justifiée par l'argument selon lequel Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, armes biologiques, nucléaires, etc., qu'il prévoyait utiliser. Or, il a été confirmé hors de tout doute qu'en fait, Saddam Hussein n'a jamais possédé ces armes-là, que les Américains se sont soit trompés ou ont soit fort probablement menti à propos de cette guerre-là, que donc une guerre a été fabriquée sur essentiellement des mensonges. Vous allez me dire, c'est pas la première, mais quand même. Et de l'administration américaine, de tous ceux qui ont participé, qui ont voté, les sénateurs Hillary Clinton et Joe Biden, à l'époque, avaient voté, entre autres, pour l'intervention en Irak. Donc, toutes ces belles personnes-là n'ont jamais, jamais, jamais été inquiétées par une quelconque forme de procès, de justice, d'enquête, etc. Donc, en fait, on peut mentir ou dire qu'on s'est trompé, partir une guerre, tuer des millions de personnes, et puis il n'y a pas de problème. Le président américain George Bush, comme tous les autres, a sa bibliothèque à son nom, puis il est jamais inquiété d'une quelconque façon par d'éventuelles poursuites où la justice pourrait lui dire ben, quand même, partir une guerre sur des mensonges, c'est un peu grave. On avance de 5 ans. 2008, la crise de 2008, c'est une crise qui a dévasté d'abord le marché immobilier américain, mais ensuite les marchés financiers à peu près partout sur la planète, surtout en Occident. Pour ceux qui s'en rappellent, ça a été assez terrible. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, leur maison, leurs économies, etc. Cette crise-là a révélé un système de corruption complètement hallucinant qui incluait les banques, les agences de régulation financière, des corporations financières qui produisaient des produits financiers qui n'avaient aucun sens, qui étaient destinés à faire faillite. Les agences de régulation américaines et autres n'ont à peu près rien fait pour contrôler le désastre. Et pourtant, malgré un festival hallucinant de corruption, la crise de 2008 a mené à une mise en inculpation d'un homme, Bernie Madoff, qui a servi essentiellement de bouc émissaire, alors que toutes les grandes corporations financières, tout le système, en fait, s'en est tiré sans aucun problème. Des exemples de scandales comme ça, on peut en trouver beaucoup, y compris pour les politiciens qui sont au pouvoir actuellement. Boris Johnson avec son party COVID de 2020, Justin Trudeau ici au Canada trempe dans scandale après scandale. À un certain moment, il y en a d'un ou deux par semaine qui sortent et il peut tout simplement bloquer les enquêtes sur son propre gouvernement et taire tout ça. Vous avez Emmanuel Macron qui a certainement pas échappé à son lot de scandales lui-même. Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, qui semble être tout simplement immunisée légalement contre même des enquêtes sur des actes qu'on lui reproche et qui sont extrêmement graves, comme l'histoire des textos avec le président de Pfizer. Et d'ailleurs, parlant de Pfizer, plusieurs corporations aussi semblent être un peu au-dessus de la justice. Pfizer qui a déjà payé des sommes colossales en amende pour corruption, charlatanisme à grande échelle, mais qui continue, semblerait-il, à avoir une confiance totale de la part des agences de santé publique et qui souvent fait plus d'argent avec ces fraudes que ce que ça lui coûte d'amende ensuite. Donc, ça devient quand même un investissement rentable de frauder. Vous avez Monsanto. Que dire de Monsanto? Que dire de plus que ce qui a déjà été dit? C'est une compagnie qui nage dans les scandales et qui serait championne du monde de corruption si c'était pas de la firme McKinsey, sur laquelle d'ailleurs j'ai fait une, je l'espère, excellente vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Réinfo Québec. L'importance de McKinsey durant la gestion de la pandémie et donc McKinsey qui continue à être utilisé de façon quasi abusive par différents gouvernements dans le monde alors que sa liste de scandales, elle est gigantesque. Les champions du monde de corruption, possiblement.
À cette liste, malheureusement trop courte par rapport à la réalité, on peut rajouter des personnages imminents, très puissants, qui se lancent non pas dans des activités qui sont expressément illégales, mais qui sont franchement douteuses, comme la tendance à ce cher Bill Gates, un ami très proche de Jeffrey Epstein, à vouloir, je donne un exemple, essayer de bloquer le soleil en lançant de la poussière dans l'atmosphère pour une histoire potentiellement de changement climatique. Maintenant, si c'est pas illégal de bloquer le soleil, je me demande comment ça se fait que ce l'est pas. C'est quand même, le soleil est quand même on pourrait dire un bien public. C'est quand même un peu étrange qu'on puisse laisser des gens immensément puissants qui ont des ressources quasiment infinies se lancer dans des projets comme bloquer le soleil puis qu'on puisse rien faire, qu'on fasse juste les regarder puis se dire, ah oui, il veut bloquer le soleil. Je croyais que c'était un truc qui se passait juste dans les Simpsons avec Montgomery Burns qui veut bloquer le soleil, mais non, il semblerait que les Simpsons ont encore prévu l'avenir et que des milliardaires peuvent bloquer le soleil et qu'on peut rien faire pour les en empêcher. Et donc, vous comprenez le thème, scandale, pédophilie, corruption, etc. La plupart du temps, les puissants s'en sortent, même si tout le monde savent qu'ils sont coupables, ils sont jamais inquiétés, ils peuvent continuer à vaquer à leurs occupations de gens puissants et il y a rien, semblerait-il, qu'on peut faire. Donc, on parle vraiment un peu d'une espèce de caste qui est carrément intouchable, même si des gens meurent par millions dans leur guerre complètement mensongère, ou même s'ils se lancent activement dans des partous pédophiles à plusieurs reprises. Et les mêmes élites qui semblent être immunisées légalement malgré des actes tout à fait morbides, sont les mêmes qui souvent nous font la morale à nous, bon peuple, nous disent quoi faire, veulent de plus en plus de pouvoir pour officiellement le bien de la société, nous demandent de leur faire une confiance aveugle, que ce soit au niveau des nombreux actes de censure qui se multiplient, les mesures de censure qui se multiplient un peu partout au Canada, aux États-Unis, en France, en Union européenne, qui nous demandent de leur faire confiance aveuglément pour ce qu'ils vont faire par rapport au changement climatique, même au COVID, etc., et qui ne cachent aucunement leur mépris pour ce qu'ils appellent les théories de la conspiration, les médias alternatifs, la désinformation et de façon générale un peu tout ce qui sort de la population civile en fait. Et ce, même si ces fameuses théories de la conspiration peuvent souvent finir par avoir raison, comme on l'a vu, je donne un seul exemple, mais il y en a plusieurs, à propos de l'origine du virus, qui était c'était supposément très vilain et conspi de dire que ça venait d'un laboratoire à Wuhan en 2020, alors que maintenant c'est quasiment certain, ou du moins c'est reconnu comme une hypothèse tout à fait vraisemblable que ce soit le cas. Et donc, il y a quand même une espèce de contradiction entre leur apparente immunité légale malgré des affaires extrêmement douteuses, voire carrément horribles, et la confiance énorme et les pouvoirs qu'ils continuent à concentrer. L'élite ne devrait pas se surprendre qu'ils commencent à avoir une sérieuse, très sérieuse crise de crédibilité. C'est pas la première fois que ça arrive, mais ça semble empirer de plus en plus. Il y a un bris de confiance entre la population, un bris de confiance qui s'accélère et qui devient de plus en plus radical entre du moins une certaine partie de la population et ces élites pour qui tout semble être permis. Et donc, ce bris de confiance-là, c'est inévitable que ça nourrisse politiquement un populisme qui est de plus en plus fort, surtout au sein des nations occidentales, et qui s'exprime entre autres, bon, par la fameuse figure de Trump, qui lui-même est un ami d'Epstein, il faut quand même le dire, et qui s'exprime aussi dans d'autres pays, au Canada, France, États-Unis, Royaume-Uni, de toutes sortes de façons, mais qui exprime donc un bris de confiance totale de la population envers les élites, un bris de confiance qui est de plus en plus normal.
Et alors que les élites et l'intelligentsia se complaient à mépriser ce type de populisme-là et toute forme de médias alternatifs comme étant conspi, etc., eh bien, il ressort jour après jour après jour après jour qu'ils s'amusent dans des partouzes de pédophiles en même temps qu'ils exigent des nouveaux pouvoirs et toujours plus de confiance, voire d'une confiance aveugle. Donc, on peut imaginer qu'une situation comme celle-là pourrait mener de plus en plus à un scénario qui serait politiquement explosif, où il y a une déconnexion de plus en plus grande, une déconnexion qui a toujours existé, mais qui, on le voit, s'accélère dans les dernières années, une déconnexion entre les élites, la caste des intouchables et une grande partie de la population qui n'a plus aucune confiance, voire qui méprise tout à fait activement ces élites-là. Et ça peut mener à toutes sortes de scénarios politiques qui sont pas nécessairement très jolis. Donc, ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que le système est en mesure de rétablir une forme de crédibilité en agissant à propos, entre autres, de l'histoire d'Epstein et en menant une enquête réelle sur qu'est-ce qui est arrivé entre les élites et Epstein, qu'est-ce que ça indique, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des inculpations à faire? Et donc, si le système n'est pas capable de produire au moins un semblant, un simulacre de justice, eh bien, il faut s'attendre à ce que le bris de confiance soit encore plus sérieux et que ça mène, comme je l'ai dit, à une situation politiquement très explosive et potentiellement dangereuse. Donc, c'est les réflexions que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute parce qu'il y a d'autres capsules qui s'en viennent. On va travailler, entre autres, sur l'Organisation mondiale de la santé et ses réformes. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance.